Ok, salut à tous, bienvenue dans le Spectrum, l'espion dans la maison, épisode 22, Full Contact, a.k.a. Lionheart. Le Spectrum, la reine du podcast. Raconte pas ta vie, raconte-nous des films. Ok, donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode. Jean-Claude Van Damme, surtout dans son époque prime, dans les années 80-90, à l'époque des vidéoclubs. Et aujourd'hui on va parler tout simplement, après Bloodsport et Karate Tiger, du film Full Contact. Donc c'est tout simplement mon film favori de la filmographie de Jean-Claude. Et dans le cadre de cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi. On va faire une rétrospective de ce film qui traite de pas mal de thèmes, que ce soit l'exil, que ce soit la bromance, que ce soit aussi la perte d'un proche, dépassement de soi, qui est vraiment une thématique qui revient très souvent dans les films de combat et d'arts martiaux en général. Et donc, pour parler de ce film, je suis accompagné de deux invités. J'ai de nouveau fait appel à notre vandamologue favori, qui m'avait déjà accompagné dans Bloodsport. Ramzi est avec nous. Bienvenue Ramzi. Merci Jamel, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Écoute, merci à toi d'avoir répondu présent pour ce nouvel épisode de Full Contact. Je sais que tu as plein de choses aussi à nous dire. Donc voilà, c'est vraiment un plaisir de t'accueillir à nouveau. C'est réciproque. Et on a un autre invité, un artiste martial, un combattant, mais également un comédien, acteur, donc voilà, qui s'est fait tout seul, un peu à la Jean-Claude, quelqu'un de très très prometteur. Je veux parler en fait de monsieur Ryan Bouaza. Ryan, comment vas-tu ? Ça va très bien. Merci beaucoup pour l'invite, Jamel. Ça fait hyper plaisir. La table, elle est assez grande pour un grand écart, voire deux. Je sais que tu es très souple. Tranquille, je vais être d'accord avec toi. Donc, c'est un film qui est sorti le 1er août 1990 en France. Et il est sorti un an après aux États-Unis. Ça, déjà, c'est quelque chose de complètement inhabituel. Le film est sorti avant en France, avant les États-Unis. Il est sorti le 11 janvier, qui est ma date d'anniversaire, 1991 aux USA. Et donc, il est réalisé par Sheldon Lettich, qu'on retrouvera après dans Double Impact, d'accord ? Donc c'est on va dire un compagnon de Jean-Claude qui l'a suivi sur pas mal de films. C'est un film qui a un budget de 6 millions de dollars à l'époque et qui en a rapporté, donc box office mondial, 21 millions. Voilà, donc c'est un film qui dure 105 minutes. On verra que c'est un film qui a été aussi un petit peu écorché. Il y a certaines scènes qui ont été enlevées par la suite, alors que nous, dans le DVD français de l'époque, on avait la version intégrale, qu'on appelle aujourd'hui uncut, mais nous, dans l'édition française, on avait justement cette version complète. Ça, on verra aussi par la suite. Donc le film, il s'est tourné une partie à Los Angeles, une grosse partie à Los Angeles, une partie à New York aussi quand même. On va peut-être le pitcher. Alors qu'est-ce que c'est ? Donc c'est Jean-Claude Van Damme, il a toujours des noms français dans ses films. Des fois, il s'appelle Chance, des fois, il s'appelle, Luc Devreux. Luc Devreux, dans Cavale sans ici, je crois aussi. En fait, c'était pour justifier son accent belge. Sam Gillen dans Cavale sans ici. Ramzi, il est intouchable. Voilà, concrètement, le pitch de Full Contact. Donc, c'est Léon Gauthier, légionnaire français en poste à Djibouti, déserte pour secourir en fait la famille de son frère brûlé à Los Angeles. Donc, fauché, il va traverser les États-Unis et va enchaîner des combats clandestins. Dans le cadre de ce périple, il va se faire un ami, d'accord, un ancien SDF qui va carrément s'improviser comme son manager. Donc, les gains vont aller à la veuve de son frère, pour justement l'aider notamment à subvenir à ses besoins, parce qu'on sait qu'aux États-Unis, justement, on en parle aussi, c'est pour ça qu'il y a vraiment une dimension sociale qui est très intéressante dans ce film, c'est qu'on apprend que c'est pas comme chez nous, il n'y a pas d'allocation, il n'y a pas de carte vitale, il n'y a rien du tout, ils peuvent même pas payer les soins en vérité de son frère, c'est explicité. Voilà, vu qu'ils n'ont pas la sécurité sociale, c'est au début du film, c'est un film qui va traiter de plusieurs thèmes, on va voir ça déjà ensemble. Maintenant, la question que j'ai, c'est comment vous avez découvert le film ? Déjà, on va commencer par Ramzi. Alors, Full Contact, je l'ai découvert à mon époque, dans les années 90, en VHS, car c'était le seul produit dans lequel on pouvait regarder les vidéos, c'était en VHS. Et c'était grâce à un ami. Un ami, lui, qui avait les cassettes de Van Damme avant moi. Et c'est comme ça que j'ai découvert le film, en cassette vidéo.
Donc chez un pote dans une soirée ou comment ça s'est passé? Non, c'était un camarade de classe. Et comme on n'avait pas souvent les mêmes films, moi et lui, donc on s'échangeait les films. Ah, j'ai pas ce film-là, ben prête-le-moi. Et quand je l'ai regardé, surprise. Ok, d'accord. Et tu te rappelles, c'était en quelle année? Tu te souviens? En 91-92, sa date de sortie. Ah ouais, donc tu l'as vraiment. Et parce que le film, on l'a pas précisé, mais il n'est pas sorti au cinéma. C'est un direct ou DVD. Alors que Jean-Claude sortait du succès de Kickboxer. Donc là, il marchait un petit peu sur l'eau, on va dire, par rapport au succès mondial de ce film. Et à partir de ce moment-là, il a voulu, je pense, donner une trajectoire avec une dimension émotionnelle, apporter une palette de jeux plus importante pour son personnage, un peu à l'image de ce que faisait Stallone, puisqu'on voit même dans le premier Rambo, Stallone, il n'hésitait pas à pleurer, ce qu'on n'avait jamais vu encore chez Van Damme. Et du coup, dans l'idée, c'est que là, on a Jean-Claude qui sort un petit peu de ce côté un peu stéréotypé du combattant, qui est toujours sûr de lui, qui arrive et qui a juste, on va dire, deux caractéristiques, soit la colère, soit il est content. Là, voilà, on a quelque chose de quand même de plus important. À la différence de Schwarzenegger, qui lui est une machine, un peu comme Terminator. On l'a jamais vu pleurer dans un film. Sauf si je me trompe, je connais pas après toute sa filmographie. C'est vrai que je me souviens pas. Donc Ryan, on a fait une petite digression, désolé, j'ai pas oublié. Ryan, comment t'as découvert le film? 98-99, Ok. où nous, en fait, on a grandi à Nanterville, dans une maison. Et il y avait aussi nos oncles qui étaient beaucoup plus âgés que nous. Le clan Boisa. Le clan Boisa. Et une fois par semaine, ils nous faisaient un kiff. On nous emmenait aux vidéos futures de Nanterre, je sais pas si tu te souviens. Bien sûr, je l'ai connu. Incroyable, celui-là. Incroyable, à la place du marché. Exactement. Bah oui, il a changé nos vies, celui-là. Et de fou. Donc, ils nous emmenaient là-bas, ils nous laissaient choisir une fois par semaine un film. Et donc, nous, c'était directement Jean-Claude Van Damme. Et cette fameuse affiche du grand écart. On va en parler de cette affiche, c'est incroyable, obligatoire. ouais. Ouais. Et donc, à un moment donné, on choisit ce film et c'est comme ça qu'on le découvre. On est tous assis dans cette pièce, je me rappelle encore, j'ai des petits souvenirs. Et on se mate ce film et on ne s'attend pas à ça. Et l'émotion de fin, où tu as là des oncles un peu gaillards, un peu rudes, qui sont là. Ils sont limite, pudiques à la base, tu vois, qui pudiques, démontrent pas, qui délivrent pas comme ça leurs émotions. Et là, tu vois que ça pleure pas, mais ça renifle un peu, ça se gratte un peu les yeux, ça fait genre, il y a de la poussière, ça fait. Et là, j'ai dit, c'est la première fois où j'ai ce sentiment-là, où il y a vraiment de l'émotion. C'est la première fois que je ressens un truc comme ça pour un film, mais c'était avec celui-là, ouais. Full contact. Une forme déjà d'intérêt par rapport au combat, la fascination, mais encore une fois, la dimension donc émotionnelle, la profondeur émotionnelle, elle nous a tous impactés en fait, c'est ça. Du début à la fin, finalement. Parce que même au départ, on s'attend pas forcément à ça. Tout de suite, son frère brûlait vif. Désolé, on va spoiler un peu, mais c'est au début du film. Et nous, dans notre jeunesse, il n'y avait pas vraiment interdit moins de 18, interdit moins de 16. C'était tu veux ce film, vas-y, c'est parti. Y a pas C'est ça, exactement. Sur le scénario, on en a parlé, il y a quand même des similitudes avec des précédents films de Jean-Claude. Kickboxer, son frère, il est handicapé. Dans Bloodsport, c'est aussi un militaire. C'est un déserteur, la même chose. Il est pourchassé par deux personnes, exactement la même chose, qui vont assister à son combat, comme avec Chong Li à la fin et Full Contact. Des éléments narratifs qui vraiment corroborent comme si c'était une recette gagnante. On peut déjà parler aussi donc de ce scénario. Le scénario, donc, c'est Sheldon Lettich accompagné de Jean-Claude. Donc, ils sont tous les deux à la co-scénarisation. On l'oublie souvent, mais Jean-Claude, quelquefois, il intervient dans des films, que ce soit sur Kickboxer, Cavale sans issue. Il apporte comme ça des idées qui sont intéressantes et productives. Et là, du coup, c'est le cas. Alors, c'est un film aussi qui s'inspire très clairement d'un ancien film de Charles Bronson, de Walter Hill, qui s'appelle Le Bagarreur, Hard Times. Donc, tu connaissais un petit peu ce film, Ryan? Ouais, je l'ai vu. Gros classique, hein. Charles Bronson, il avait 53 ans, comment il est fit. Taillé au laser. Taillé au laser, il peut être l'égérie de Fitness Park ou à 52 piges de Basic Fit. C'est abusé. Comment il était opérationnel. Grand film. Walter Hill, qui est un énorme réalisateur très très sous-coté, qui a 48 heures, il a fait vraiment plein de films intéressants. Red Hit avec Schwarzenegger. Exactement, Walter Hill, il a fait du très très lourd. Et d'ailleurs, on va aussi parler, parce que il y a beaucoup de choses à dire, mais Full Contact, c'est un jeu de combat. C'est du combat de rue, mais en termes d'avancée, chaque personnage, exponentiellement parlant, il est plus fort. Donc c'est comme si on avait des paliers de niveau. Capcom, donc les éditeurs de Street Fighter, ils ont énormément pioché dans Hard Times,
de bagarreurs, notamment sur les stages de Zangief. Il y a un catcheur, à un moment, Charles Bronson, il se bat contre un gars. Les gars sont derrière les cages, le public, c'est exactement le même décor. J'en avais parlé dans un épisode précédent. Et il y a aussi un combat sur les docks qui est exactement la copie conforme du stage de Ken dans Street Fighter. Je sais pas si c'était trop ta génération, Ryan, mais peut-être que quand tu étais petit, ça dit quelque chose, Street Fighter 2. Bien sûr, mais en Super Nintendo, moi, Sur j'avais, Super Nintendo, j'ai cogné un peu tout ouais, ça, voilà. ça. Bah, tu vois, bah, pareil. Et donc, du coup, Full Contact, il sort après. Mais je suis sûr que Capcom, ils auraient puisé sur les personnages, que ce soit l'Écossais, que ce soit le mec de la capoeira. Enfin, on va en parler, hein, on va les décortiquer à chaque fois. Même Guile pour Van Damme, ils l'ont. Exactement, C'est voilà. lui, quoi. C'est ça. Ouais. Après, il y avait Mortal Kombat, où là, c'était Johnny Cage, c'était clairement Jean-Claude. Mais après, là, c'est encore un Là, autre. c'est flagrant. C'est comme Ah, le c'est nez au ça, milieu je du me suis visage. trompé, ouais, Ah, c'est plus Johnny Cage. Mais il a joué aussi, il y a des images. Non, t'as raison, parce qu'il y a des images aussi où il fait Guile, en fait, Jean-Claude. Mm. Tout à fait. D'ailleurs, dans le film Street Fighter, il joue Guile, tout simplement. Et il faut savoir aussi qu'il y a eu plusieurs versions de scénario. Hein, ça, c'est quelque chose d'habituel. Une grosse partie de réécriture. Le film, à la base, il s'appelait The Wrong Bet, donc le faux. Comment on peut dire ça en Pari, français, ouais. le faux pari, ce qui résonne tout de suite avec la fin. Finalement, le mauvais pari, on va dire le faux pari, mais c'est comme de bad bet, de wrong bet. Et en gros, à la base, le film, il était destiné pour Stallone. Et puis surtout, dans Full Contact, on va le voir aussi, il n'y a pas cette dimension à la base d'arts martiaux. Parce que Léon Gauthier, c'est un bagarreur, un peu comme Charles Bronson. Bon, lui, il utilise beaucoup plus ses jambes, mais on n'a pas ce background comme quoi c'est un artiste martial, un peu comme dans Bloodsport, où, voilà, avec son maître Tanaka. Là, en fait, on ne sait pas ce qui s'est passé. On sait juste que c'est un soldat, mais on ne sait pas d'où viennent ses skills, ses compétences techniques. Les combattants que tu vois, c'est comme Street Fighter. Et tu vois Ils ont une aucun. spécialité. Ils ont une Il y a un spécialité. catcheur, il y a un gars qui fait de la capoeira. Il y a Et un t'en vois décor. aucune. Il y a un décorum aussi. Tu vois aucun combattant, je veux dire, qui vient, genre qui monte sa ceinture de champion ou un kimono ou tu vois une ceinture noire. On n'est pas dans un film de combat d'arts martiaux comme nous on l'avait connu à l'époque, que ce soit à l'époque d'Opération Dragon, où c'est vraiment des spécialistes, à l'époque Chuck Norris, 5 fois champion de karaté dans l'Inférieur du Dragon, tout ça. Là, on est vraiment dans un univers brutal de combat clandestin, où là, Jean-Claude Van Damme, il va utiliser ses coudes, il va utiliser ses genoux, on sent qu'il y a une forme de brutalité, et d'ailleurs, c'est un film où on peut en parler dès maintenant, hein, je comptais en parler, mais c'est très sanglant. Mm. Et c'est à l'image de la rue, d'un combat de rue, quoi. C'est que peu importe la technique, ça peut mordre, ça peut frapper, ça peut... Bien sûr. Donc, il y a ce côté efficacité, et on n'est pas dans une discipline où là, on va gagner pour un titre. Là, c'est une question de survie. Que ce soit pour sa propre vie, que ce soit pour sa propre famille, sa belle-sœur. Donc voilà, on est sur des enjeux qui sont beaucoup plus importants. Et moi, c'est ce qui m'a plu aussi dans le film. C'est que Jean-Claude Van Damme, il livre vraiment une performance très touchante. D'accord ? Il développe un registre de jeu où on ne l'attendait pas forcément au départ. Il combine force physique, donc force physique et profondeur émotionnelle. Et comme je disais, c'est la première fois où on le voit pleurer. Je trouve qu'il est super touchant. Il est à l'image de son nom, il est un peu sauvage. Il a un côté mutique. Ce côté mutique, ce côté taciturne, où il parle peu, on le retrouve aussi dans Cyborg. Pareil, il discute pas, il est là, il parle pas beaucoup. Il sait qu'il a une belle gueule, cet enfoiré. Donc il joue dessus. Il a fait un peu à la Dolph Lundgren dans Rocky IV. Et Dolph Lundgren l'avait déjà pris de Clint Eastwood dans Le Bon, la Brute et le Truand. Donc toute cette palette-là, nous quand on était petits, on savait pas tout ça. Mais maintenant, quand on remonte, on retrace, on fait en fait, ils sont malins les mecs. Donc en fait, le cinéma est vraiment une inspiration, que ce soit dans la réalisation, dans les valeurs de cadre, dans la lumière, mais aussi dans les jeux des comédiens. Et là, ce côté où il penche un peu la tête comme ça, Jean-Claude, où il fait son petit regard un peu de chien battu, de lion battu. Et c'est ça aussi qui a fait en sorte qu'il a ce côté mystérieux. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que c'était aussi pour pallier son fait que il maîtrisait pas encore complètement l'anglais en vérité, tu vois, parce que dans Bloodsport, il a un gros accent quand tu le regardes en VO, il a un gros accent belge. Mais là, je pense que, tu vois, c'est ses premiers films, il est pas encore totalement à l'aise dans l'anglais. Donc je pense que, tu vois. Ouais. C'est vrai. Et dans les critiques, il avait pas mal tabassé sur son niveau de jeu d'acting. Donc là, il voulait leur prouver qu'il savait jouer. Il avait des choses à prouver, c'est vrai. Donc il avait des choses à prouver. Et je pense qu'il s'est inspiré du samouraï d'Alain Delon dans ce que j'avais vu. Il s'est inspiré un peu au niveau de taiseux qui essaye de faire passer un peu par l'émotion. Chacun etc. ses références. Moi, j'ai des références de pop culture claquées. Ryan nous ramène des références de films d'auteurs. Quel invité, quelle qualité. Merci, le samouraï. Normal. Exactement, ouais. Il avait pas un imperméable Exactement, hein ouais.
Très taiseux. Bah, ils se sont beaucoup inspirés, notamment Ryan Gosling pour Drive, Dans Ghost Dog aussi. Ghost Dog. Ouais. Ouais, il y a énormément de gars qui se sont inspirés de ce film qui est incroyable. Mais ouais, Lyon, non, Lyon Gauthier, C'est un super personnage que tout le monde aimerait avoir à ses côtés. Par rapport à Bloodsport, où là, on a ce qu'on appelle le love interest en scénario, c'est-à-dire que tu vas avoir une histoire d'amour que je trouve assez en surface et plutôt artificielle avec la journaliste. Ici, il n'y a pas de question de ça. Il n'y a pas de fausse histoire d'amour. L'histoire d'amour, elle est entre sa famille, d'accord, sa volonté de les sauver, et cette amitié grandissante entre lui et Joshua. Et c'est ça que je trouve intéressant aussi, original. Ils n'ont pas essayé de se dire « Ah oui, c'est vrai, là », comme un peu, tu vois, des espèces de Lego. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, c'est vrai, l'histoire romantique, elle est où? Quelle meuf on va trouver? Ah, boum. Comme la plupart des films, c'est ça. Tu regardes dans Les Griffes du Dragon Rouge avec Brandon Lee et Dolph Lundgren, il y a Tia Carrera qui fait la love interest. Dans plein de films comme ça, c'est la même chose. Tu vois. Et dans ce film-là, sauf dans Cyborg aussi, c'est pas le cas, puisque là, sa famille a été décimée par Fender. Mais la plupart du temps, Double Impact, tout ça, même les films des années 90, t'avais toujours ce love interest, ce côté romantique. Voilà, c'était un poncif, un stéréotype qu'on devait garder. Et là, il n'y est pas. Il l'esquive, quoi. Il refuse le diable. C'est un peu le diable de Cynthia. Ouais, on va en parler de Cynthia aussi, exactement. Mais il arrive, dit, je suis pas ta chose, ou je suis pas votre objet et tout. Mais on va le voir aussi. Pour reparler d'Harrison Page, donc Joshua. Alors là, franchement, révélation. Masterclass. Ouais. Révélation du film. Un mec qu'on n'avait jamais vu, extraordinaire, dans le rôle de Joshua. Grand cœur. 50% d'improvisation, à ce qui paraît. 50% d'improvisation. Ouais, c'est pour ça que c'est aussi naturel, c'est impressionnant. Il s'est inspiré de son père, même pour la dent qu'il a en or et tout. D'accord, même sa démarche. En fait, tout est vrai en lui. Ça veut dire que c'est quelqu'un, je pense qu'on peut vraiment, en tant que comédien, s'inspirer de lui parce qu'il dégage une vérité de jeu qui est hallucinante. Moi, ce mec-là, je le vois à New York, Ryan, je me dis, c'est un vrai mec de parieur, un SDF en galère. Sa manière de gesticuler, tout sonne vrai, tout sonne authentique. Je me demande, est-ce que vraiment, quand il disait couper, est-ce qu'il changeait? Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il est comme ça. Et d'ailleurs, on l'a pas retrouvé dans beaucoup de films. Je crois qu'il était dans Carnosaur, un film de dinosaures bizarre, une série B chelou, série Z. Mais hormis ça, on l'a pas vu énormément. Déjà, il lâche que des punchlines. Il a une dimension humoristique. Donc, c'est un peu le moteur comique du film. Parce que c'est lui qui va le guider. C'est lui qui va le porter. C'est lui qui va lui dire « Ouais, évite ça, viens, je vais te ramener ici. » Tu vois, il a cette force, en fait, de moteur. On imagine qu'il a une vie compliquée. On n'a pas trop de backstory sur lui. Mais on imagine que sa vie, elle a été ardue. Et on sent que voilà, c'est quelqu'un qui a été... Même son visage, il est marqué, Ryan, tu vois. Il est atteint. Il est atteint. Et c'est pour ça que, franchement, il livre une prestation bouleversante, je trouve. Et d'ailleurs, je voudrais aussi parler, en plus du doublage voix. Le doublage voix du personnage, il est extraordinaire. Et c'est un personnage, donc c'est un comédien doubleur qui s'appelle Thierry Desroses et qui a également doublé voix officielle de Wesley Snipes et Laurence Fishburne. Samuel L. Jackson. Et Samuel L. Jackson. Bravo pour son interprétation parce qu'il a vraiment... On se rend pas compte, hein, mais l'interprétation des comédiens de doublage en France, nous, on a eu les meilleurs dans le monde. Des années 80, 90 jusqu'à 2000, on a vraiment eu des personnes extrêmement douées qui ont apporté une plus-value au personnage dans la manière de jouer, où vraiment on était encore plus happé par leurs prestations. Donc vraiment bravo. Et c'est aujourd'hui où il y a... Voilà, on va pas cracher sur le travail des comédiens doubleurs d'aujourd'hui, de cette génération, mais la génération dorée des doubleurs de l'époque, on va pas parler encore d'Eddie Murphy, Medondo, tout ça. C'est bien sûr Dorval et tout, Bruce Willis, tous ces comédiens doubleurs qui nous ont quittés là récemment. Voilà, c'est important pour moi de penser à ces personnes-là et la qualité de leur travail parce qu'elles ont vraiment contribué aussi au succès du film et à nos émotions. Dans leur manière de parler, dans leurs intonations. On va en parler après des répliques qui moi m'ont marqué. Est-ce que vous avez des choses aussi peut-être? Je vous sens un petit peu timide, je vous sens un peu comme Van Damme dans Lionheart. Lâchez-vous, Ramzy, toi. Frère, quand le podcast il est pas ouvert, que t'arrêtes pas de parler, Ryan qui t'écoutait, on dirait hey, il a tout donné en off. Ouais, non, pour le personnage de Joshua, il est juste incroyable. On dirait le Dircast a fait un boulot énorme. Le Dircast a bien trouvé ce gars-là et tout sonne vrai, comme tu disais, Jamel. Et le gars, 50% d'improvisation, c'est énorme. Et c'est pour ça que je pense que dans le montage, ils avaient de quoi se régaler. Ils ont dû cutter, ils ont dû garder les meilleurs trucs. Parce que tu sens que même il éteint un peu Van Damme, des fois, il lui vole un peu la vedette. Exactement. Par rapport à son comportement dans le film, son personnage. Mais il y a une chose qui m'a intrigué aussi à l'époque, dans la vérité, est-ce qu'il boite vraiment?
Parce que franchement, si c'est pas un vrai boiteux dans la vie par rapport au film, c'est que même ça, il arrive à le faire à la perfection. Son père, il avait une jambe de bois et il avait une chico en or. Donc il a fait exactement pareil. Il a même pris le débit de voix de son père. T'as vu comment il boite, c'est incroyable. Ah oui, ben c'est de ce qu'il raconte dans sa backstory, c'est qu'il aurait fait un combat et c'est pour ça qu'il lui dit ne fais pas comme moi, tu veux pas estropier, tu veux devenir estropié comme moi, etc. Et là, on va commencer aussi à parler maintenant des personnages féminins. Donc déjà, la belle-sœur Hélène Gauthier, moi je trouve qu'elle est très juste. En retrait, on sent vraiment qu'elle joue très bien le deuil. Et elle joue aussi la colère par rapport à Jean-Claude qui était absent. Son frère, il est brûlé vif. Déjà, la scène, elle est incroyable. Hein. Franchement, elle est, je sais pas, le maquillage et tout, le Que make-up. dans certaines versions. Cuté, exactement. Mais nous, on l'a eu. Franchement, quand on était petit, on avait vu ça. C'était un brûlé vif, mais c'était vraiment très, très bien fait. On sent en fait que c'est quelqu'un qui aime son frère et qui veut qu'il soit là pour lui à ce moment-là. Elle lui envoie cette fameuse lettre. Elle n'imagine même pas tout ce qu'il a dû faire, tout ce qu'il a dû traverser comme épreuve. Et elle lui en veut. Et je trouve qu'elle joue très, très bien dans cette partie-là. Et progressivement, son personnage, il va justement évoluer dans un état émotionnel au départ. Et au final, après, elle est plutôt dans une rédemption et elle comprend ce par quoi il est passé. Et après, tu vois, carrément, avec cette phrase aussi qui est très touchante, il dit « C'est qui, c'est encore un étranger ?» Il dit « Non, c'est ton oncle Lion. » C'est pour ça que je vous dis, c'est bien écrit. Et ce genre de film, ils avaient aussi quand même une qualité de scénario importante, intéressante dans la qualité d'écriture. Faut pas qu'on se dise « Ouais, c'est des films de bourrin et tout. » Faut pas rentrer là-dedans. Il y a vraiment des qualités scénaristiques dans ces films-là qui marchent très bien et qui va vraiment convoquer le côté émotionnel qui est en nous parce qu'on peut très vite se retrouver dans des expériences personnelles qu'on peut avoir. C'est pour ça qu'on peut se projeter très bien en empathie. Moi, je trouve que ce personnage d'Hélène, elle déteste au début Lyon et ensuite, voilà, elle change, elle comprend les difficultés. Il est adopté dans la famille, quoi. Et ça, je trouve que elle est très très pertinente, ne serait-ce que par rapport à son physique, Ryan. Ouais. Tu sais, elle est mince, elle est très svelte. Tu sens que c'est un peu la Hesse là-bas, tu vois. C'est pas des white trash, mais tu sens qu'ils sont dans une condition sociale difficile. Un peu maigrichonne, avec sa fille, les escaliers, on dirait les Bertolo. Les HLM. On dirait Les Pablo. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ce côté-là. En même temps, cette dame, Hélène Gauthier, elle fait penser en quelque sorte aussi un peu à Adrienne, la femme de Rocky. Quelqu'un de très en retrait, très pudique, tout ça. Et après, sur ce que tu disais, Parce Jamel. qu'elle veut pas de son argent, il a raison. Tout à fait. Elle a une dignité. Elle a une dignité. Garde ton oseille, tu te rappelles? Quand lui, il le glisse sous la porte, C'est pas qu'un elle billet. réouvre. C'est pas qu'un billet. Et Ça m'a fait rappeler un peu Scarface, la mère dans Scarface quand il arrive. Ah, bien, ouais. Ouais. Ça m'a fait rappeler un peu ça. Ils ont du sang algérien, ils sont très dignes. Hein. Pas d'argent sale. Hein. Non, mais ce qui est incroyable avec ce personnage-là, c'est que ça fait un peu le yin et le yang par rapport à Cynthia. Le film traverse les époques parce qu'il y a une sorte de naïveté aussi, même dans comment le comportement des gars, comment ils évoluent dans cet univers-là et comment ça finit, et l'émotion. Il y a tout un truc qui fait que ce petit film-là a une saveur particulière. Et Il est accompagné de Mohamed Kissi, qui va jouer justement une des personnes qui le pourchasse au nom de Mustapha. Il y a un revirement. Et ce revirement, il intervient lors du combat contre le boss final, donc qui est Attila. Attila qui a un style de combat, donc il n'utilise jamais par contre ses jambes. Hein. boxe anglaise. Boxe anglaise et un sacré... Sacré physique. Incroyable. Un sacré mammouth vraiment puissant et tout, il fait peur hein, quand même. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, il a un chat aussi également qui caresse. Et ça, c'est clairement un clin d'œil au film de James Bond, au méchant dans un méchant de James Bond. Pareil, il y avait aussi Inspector Gadget pour les anciens. Tu voyais jamais le visage de méchant. C'est ça, exactement. Et puis dans la scène finale, avec le combattant final qui est Attila, et la personne qui prend la veste à Attila, son bras droit qui est l'acteur Kamel Krifa, en fait, il joue deux rôles dans le film. Parce qu'on le voit au début du film qui joue un rôle qui n'a rien à voir, un soldat. Et après, à la fin, on le voit dans un autre rôle qui est différent, qui est le bras droit de Attila. Ça aussi, J'avais pas fait attention. Le D'accord, souligner ok. aussi. Incroyable. Lui, il joue pas Tongpo hein, dans les suites des kickboxers, non? Tout à fait, Jamel, il joue dans Kickboxer 4 qui s'appelle L'Agresseur. Ok, L'Agresseur, tout à fait. d'accord. Ouais, parce que moi, Donc, même aussi si coup pour coup. Universal Soldier aussi, encore une fois.
Oui, coup pour coup, avec la coiffure un peu. Iroquoise, là, ouais. Exactement. Et d'ailleurs, en reparlant de Attila, il y a une scène aussi qui, moi, me fait penser à un clin d'œil. Vous allez me dire si vous l'aviez vu ou est-ce que peut-être c'est moi qui extrapole un peu. Mais quand le fait que Attila sort de l'avion, on le voit. Vas-y, dis-moi, il lève les mains, Ramzi, Non, c'est quoi? j'attends Ah, que. vas-y, dis-moi, c'est quoi que j'allais dire? La scène quand il descend Ouais. de l'avion, Ouais. c'est le look. Non. Fureur du dragon. Oh là là. Oui, Chuck Norris. oui, Ah, oui, il oui, est oui. trop chaud, Bien il est vu. trop chaud. On a bourlingué. Magnifique. Magnifique. Il fallait y penser quand même. Hein. T'avais pensé à ça, Ramzi? Moi, ça m'a fait penser directement Honnêtement. où t'as Chuck Norris qui arrive au loin, pareil, il descend de l'avion. Ça m'a fait penser. Je me dis que ça doit être Ça un m'a clin d'œil. interpellé, mais j'ai pas creusé plus loin en fait. Mais Ah, bien tu vu. l'avais capté, Bien Ryan. vu. T'es un bon, hein? Ouais, non, il y a pas mal de clins d'œil dans. Je t'ai sous-estimé quand même. Hein. Je pensais pas que t'étais aussi un Bruce Lee Exploitation C'est Man. Hein. super les amis que vous avez On maîtrise aussi, Boris. révélé ce petit détail croustillant. Parce qu'il fallait quand même y penser. Hein. Et le docteur, voilà, j'avais une anecdote aussi que j'ai retrouvée. C'est le docteur, justement, qui soigne le frère de Lyon, qui s'appelle François, je crois, le frère de Lyon, il me semble. François Gauthier. Et c'est l'ex-réalisateur de Black Eagle. Encore une fois, il aime bosser en famille. Voilà, c'est C'est ça. ça, c'est ça. C'est une entreprise. Regarde les mêmes employés, peu importe l'affectation. Je voulais vous poser la question, quel est le meilleur combat pour vous? Moi, ce qui me dérange un peu dans ce film, c'est le dernier décor. Le Très minimaliste. Ouais, une bâche, C'est un truc- chapiteau, frérot. un chapiteau de MJC. Avec une petite buvette, petite bouteille d'Oasis de Carrément, litre, un carrément. petit gobelet. Non, moi j'aurais C'est plus pas fait. digne, c'est pas digne Moi, j'aurais d'un plus fait- d'un final. J'aurais plus fait pour le boss final, même quitte à le faire dans la piscine ou dans le parking avec les phares de voiture allumés. Ça, c'est magnifique hein, En cercle. comme idée. J'aurais plus fait ça, tu vois. Ou même la scène dans la piscine, je la trouve incroyable. Avec son lycra débardeur cycliste moule burn. Un legging homme. Après, moi, j'aime beaucoup le combat de. Ouais, le combat final. Hein. Il dure. Ce qui est bien, c'est qu'il dure. Tu vois l'essoufflement, tu vois le Il y a des retournements de situation. tournement de situation. Il y a du suspense. Ouais, même Beaucoup de suspense. beaucoup de suspense. Et j'aime beaucoup le fait quand t'as la musique et il commence à lui mettre des crochets et que l'autre a la tête penchée un peu dans le. C'est Il encaisse, hyper hein, bien Attila, fait. il encaisse bien. Hein. Il encaisse, ouais. Sacré bestiole. Et puis la scène d'entrée, elle est magnifique quand il monte les marches. Quand Avec il la monte les musique, marches. Moi, ce qui m'interpelle, c'est quand il monte les marches, au bout d'un moment, remarquez bien, il monte les marches, il regarde tout droit devant lui. Et avant de rentrer, il regarde une personne du genre moi, il n'y a personne qui m'intimide ici. Je suis là, je vais me taper. Mais il flippe un peu une fois qu'il est à l'intérieur. Même le Brian Thompson qui dit j'ai jamais vu aussi stressé. Il n'a jamais eu aussi peur de sa Il se vie. tient comme ça. Il y avait des signes hein, quand même avant-gardistes, ouais, c'est vrai. Et toi, Ramzi? Je dirais mon deuxième combat, honnêtement, c'est tout au début, moi, en fait, que ça m'a marqué. C'est vraiment tout au début. Parce qu'au début, je me dis, c'est un légionnaire. Je vois Mustapha, les soldats, tout ça, qui font presque une tête ou deux têtes de plus que lui, qui sont balèzes. Et là, pour qu'il essaye de s'échapper, le mouvement qu'il fait, Il casse une poutre. non, c'est incroyable. De façon. C'est incroyable. Il évite le couteau, il fait un truc par terre, une galipette par terre. Mohamed Kissi, Mustapha, il le conne alors que le gars, c'est un monstre. Moi, le début, déjà, ça m'a interpellé le début aussi. Dommage pour Billy Blanc parce qu'il était là, mais il fait pas grand chose. C'est dommage qu'ils l'ont pas utilisé. Il aurait pu l'intégrer comme un des combattants majeurs quoi, de la Ligue, là. C'est ouais. dommage. Moi, celui que j'ai préféré, je pense, le plus original que j'ai trouvé, et pareil, j'ai trouvé que Lyon, du coup, il était vraiment en difficulté, c'était le combat contre l'Écossais. Il n'avait pas un super style, l'Écossais, mais il était quand même chaud, il a quand même bien dominé. Et puis, comme tu disais, là, ce dispositif avec les voitures tout Phare de autour, voiture allumée. avec les phares de voiture, franchement, j'ai trouvé ça hyper original. Et puis, il y a un côté parking, il y a un côté un peu poisseux. Et un peu, c'est un peu un drive-in, tu vois, dans les cinémas. Sauf que là, au lieu de voir un film, tu vois un combat. Comment on peut recréer une arène? Et là, il y a un côté très gladiateur. Et puis l'originalité aussi du personnage qui se bat en kilt, on n'avait jamais vu ça. D'ailleurs, on aurait pu penser que c'est lui qui se prend le coup dans les bourses finalement, mais pas du tout. Et je trouve qu'il était coriace, cet Écossais. C'était un bon MacLeod. Mm. Tu vois, il était bien chaud. Comme tout à l'heure, vous avez parlé de Chuck Norris, la scène avec l'avion avec Attila. Mais quand il combat contre l'Écossais, le début du combat, ne perds pas ton temps, Lyon, ne lui serre pas la main.
Ça vous fait penser à quoi? Quand il veut le shaker la main, il lui met les doigts dans l'œil. Ça fait penser à Frank Dux contre Paco. Quand il lui dit colle tes poings, il lui met une patate. Les mecs, ils prenaient un peu des recettes, des petites recettes, des trucs qui ont marché sur les films précédents et les remettaient un peu à la sauce contemporaine qu'ils avaient sur le moment. Après, c'est aussi des attitudes qui existent. Ils sont tout de suite dans l'agressivité. C'est aussi une manière d'impressionner son adversaire. D'avoir une attitude, ça peut passer par le regard, ça peut passer par le body language, dans ce cas-là, avec le fait de refuser de serrer la main. D'ailleurs, moi, ça m'est arrivé sans combat réel. Premier combat que je fais de ma vie. Je tombe sur un gars qui avait beaucoup plus d'expérience que moi. Et donc, l'arbitre, il nous donne les C'est en consignes. combat de Muay Thai? Ouais, en boxe thaïlandais. En boxe thaïlandais? En France ou en Thaïlande? France. Ouais. Donc en France. Donc c'était vraiment amateur. Donc on avait les casques, on avait les protèges tibia. Donc le gars, l'arbitre, qui nous donne les consignes. Et je touche son poing. Et en fait, quand je touche son poing, il baisse mon poing et il met un high kick dans la tête. Mais pleine puissance. Et le mec, c'était un gaucher. Donc il avait préparé sa jambe et il met un high kick pleine tête, pleine puissance. Et genre, j'ai fini le combat, mais je voyais le combat un peu de traviole. Il a le droit de faire ça? Il a le droit, parce qu'une fois que l'arbitre il dit fighter, ça y est, quoi. Mais t'es dedans. quelque part, il est. C'est un peu traître, quoi. Tu Il vois est un ce peu que- il est anti-fair play, tout simplement aussi. Il a le droit, mais en fait, c'est comme moi, je manquais d'expérience. Et donc, normalement, tu touches, mais vite. Donc, moi, j'étais un peu nonchalant, premier combat de ma vie. Et il me met un high kick, mais pleine poids. Bienvenue dans le Bienvenue en circuit. boxe thaï. Donc, ces petites Après, années. ça sert d'expérience, comme on dit aussi. Après, on peut parler aussi, Jamel, bon, je ne vais pas m'éterniser beaucoup, mais le côté aussi, comment dirais-je, sentimental du film. On a parlé de Van Damme, de Léon Gauthier, bagarreur. Qu'est-ce que tu as pu souligner tout à l'heure aussi? Fugitif. Après aussi l'humilité. Moi, je sais que Jamel adore cette réplique, parce qu'à l'époque, tout le temps, tu me sortais cette réplique. C'est quand, avant le combat contre Attila, Cynthia elle va les inviter chez les assistants du combat, les organisateurs du combat, et il vient avec Joshua. Vous voulez boire quelque chose? Non. Et Joshua il dit oui, je veux boire un truc. Et tu as une personne qui se trouve dans le salon et qui dit Lyon, on dit que Attila peut vous éclater en si peu de temps. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je dis que tout est possible. Fais preuve d'humilité, ce jeune homme. Et ça, je sais que ça t'a marqué, cette phrase. On voit l'humilité, au fait, de Lyon. Bah, ça fait partie effectivement de la caractérisation du personnage. Il y a ce côté modestie, humilité. Comme on a dit, quelqu'un de réservé, quelqu'un de discret. Lui, à la base, il a rien demandé à personne. Le personnage, il est présenté dès le début comme un côté un peu sauvage. Puisque tu te souviens que dès le départ, quand tu as les deux légionnaires qui viennent lui donner la lettre et qu'ils la sentent en disant il y a du parfum, carrément, il est vindicatif et il sort le couteau. Il dit je crois que ça, c'est pour moi. Dans la Jeep. Donc, dès le départ, on dresse le portrait d'un personnage qui parle pas beaucoup mais qui se laisse pas faire. Et à chaque fois, il a gardé tout le temps cette attitude-là. Et ça, c'est une force aussi d'écriture, où tout de suite, on arrive à déterminer sa personnalité, mais c'est quelqu'un qui est profondément juste, c'est quelqu'un qui est profondément bon, parce qu'il donne carrément tous les gains. Et avec Joshua, il trouve cette méthode de le faire passer pour un agent d'assurance. Et là, pareil, Joshua, il arrive totalement il se glisse dans le personnage. C'est ça qu'on dit, c'est qu'il joue l'acteur, mais l'acteur joue un autre personnage dans le film. Mise en Incroyable. abîme. C'est énorme en vérité. Et il le fait super bien. Il arrive, il dit votre mari, il avait souscrit une assurance vie, elles sont là. Après, Hélène, elle achète le petit vélo. Lui, il est là en survêtement, il la voit, un peu en mode ange gardien. Vous habitez l'immeuble? Et Achetez un vélo à votre fille. voilà, c'est ça. Et tu vois, il y a tous ces petits moments-là comme ça qui est intéressant. Après, pour revenir au combat final, moi, personnellement, je le trouve pas ouf, le combat final. Ce qui m'intéresse surtout dans ce combat, c'est les différents retournements de situation qu'il va avoir. Et surtout cet aspect du fait qu'il y ait une forme, on peut le considérer au début, comme une trahison de la part de Joshua, parce que, spoiler alerte, il va pas parier pour Jean-Claude, mais pour Attila. Mais en réalité, il y a une raison, ça. C'est parce qu'il sait qu'il est blessé. Blessure. Hein. Mais en plus, il y a un il a une changement. hanche, je crois qu'il a une côte fêlée ou cassée. Une côte fêlée, exactement. Donc, en fait, c'est pas contre lui. C'est qu'il se dit, à un moment donné, il veut lui mettre un petit coup. Il fait hop, attention, tu vois, il veut le tester. C'est qu'il sait pertinemment qu'il est diminué. Que là, il va se taper contre le boss final, donc vraiment un client
D'accord, dans le roster, c'est un peu le mec le plus balèze, hein, le plus fort. C'est comme ça en tout cas qu'il est présenté. Même un système de pari où tu vois que c'est fat le truc. Tu C'est vois que fat. balèze. Et donc c'est super intéressant. C'est super intéressant parce qu'au moment où il va parier, il hésite et le gars lui dit les paris ferment dans 1 minute. Et là, ça se cut. Et donc il nous laisse dans ce côté un peu intriguant, mystérieux. Mais nous, même si on voit sa tête, au départ, on peut pas se douter qu'il a parié pour l'adversaire. Et quand il lui dit reste par terre, t'inquiète pas et tout. T'inquiète, reste au sol. Il lui dit ouais mais pourquoi j'ai parié pour lui. Après il fait Tu as eu tort. tu as eu tort. Tu as eu tort. Et là, bam. Tu vois, et là, Avec la revient. musique. Et là, en fait, tu sens que se galvanise. c'est un peu ce qu'on retrouvait aussi dans les films de Rocky, quand il repense à sa famille. Pareil, tu vois, c'est la même chose. On retrouve En fait, il a un second souffle, tout simplement. Il retrouve un second souffle. Ce qui est super impactant, super fort, super puissant, c'est que malgré le fait que Joshua a parié pour Attila, quand il voit Lion dégommer littéralement l'adversaire, il est là, il sourit, tout, il est content, il pleure. Alors qu'il est en train de perdre ses thunes, mais finalement, il s'en fout, parce que c'est son pote qui est en train de remporter la victoire, et c'est ça la plus grande dignité. Et il a aussi, finalement, il réussit par le fait de son travail, par son abnégation, par cette détermination, par sa force mentale, il arrive à persuader les deux personnes, Mustapha et son collègue qui le pourchassent, de carrément retourner la situation, et ils ont de l'empathie pour lui, alors qu'au départ, il faut se rappeler, ils sont là, ils le coursent, ils se tapent contre lui carrément, c'est pour ça qu'il est blessé, d'ailleurs parce qu'il est tombé. Et là, c'est là où tout le retournement de situation, et c'est là qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a ce changement de vision en se disant, mais en fait, ce mec-là, au cours du combat, ils vont switcher. Donc Joshua, il switch au niveau de l'argent, mais il revient, et c'est là où la grandeur de Lion Gauthier, c'est qu'il en veut même pas à Joshua au final. Et carrément, il lui dit, avec cet argent, on va ramener avec nous Cynthia. Et il lui dit, mais t'es qui en fait, toi, tu vois? Mais c'est quoi ce cœur? C'est incroyable. Et c'est une puissance phénoménale. Le combat final, je le trouve pas personnellement grandiloquent, parce que je trouve pas que Attila, il donne des coups spécifiques. En plus, il fait un truc de marocain comme ça, comme il dit mon petit frère. Il dit, mais c'est grillé que c'était un Karmaro, parce qu'il fait ça avec le geste du doigt, comme ça, quand il détecte que le mec, il a un coup. Mon petit frère Samir, il me dit, t'as vu comment il fait? C'est impossible. Il y a que les Marocains qui font des petites phases, genre, je t'ai capté vrai, et tout. Il fait une gestuelle comme ça de Madinoujda. Mais au départ, moi, vraiment, je pensais que c'était un personnage qui avait plus de skills. Il est un peu lent. Je trouve qu'il est plus doué déjà dans le film Retournant. The Quest. Exactement. Déjà, je trouve qu'il dégage autre chose. Là, je trouve qu'il est plus lourd, qu'il est monolithique. Peut-être que je suis un peu dur, hein, mais en tout cas, c'est même à l'époque, tu vois, il y a 30 ans, c'est comme ça que j'avais ressenti le film. Quand on voit Cynthia qui invite les deux soldats de la Légion pour venir chercher Lion Gauthier, Cynthia montre une vidéo d'un combat d'Attila. Voilà votre déserteur, voilà ce qui l'attend. Ce barbare, c'est lui qui va combattre. Qu'est-ce que vous en pensez? Cette espèce de minable mérite une bonne raclée. Ce que nous pourrons voir. Et là, on voit qu'à la fin, c'est totalement le contraire. Il y a aussi, quand il est dans la loge avec Joshua, que Joshua remarque que Lion Gauthier a une côte cassée. Et lui dit, avec cet argent, qu'est-ce que tu vas faire? J'emmènerai toi, Hélène, et même Cynthia, si elle veut bien. Cynthia, mais elle n'en a rien à foutre de toi. En fait, on voit que tellement qu'il a un grand cœur, c'est là qu'on s'aperçoit qu'en fait, il mérite son surnom de cœur d'oignon, en fait. Trop gentil. Parce que Rocky, c'est la même chose, c'est un très grand cœur. D'ailleurs, dans Rocky 3, ils lui disent, mais qu'est-ce que vous allez faire après votre retraite? Et il regarde Mickey et lui dit, on va ouvrir un cirque. Exact. Donc, c'est un peu la même chose. Je me demande si c'est pas aussi pareil. Tu vois, qu'est-ce que vous allez faire? Pareil, il est déjà dans la perspective de se projeter ailleurs, vers un lendemain complètement différent, mais qui est loin vraiment de toute la partie agressivité, violence, puisque un cirque, c'est pour faire rêver les enfants et les parents aussi. Faire rire les gens. Faire rire les gens. Donc, c'est donner du bonheur différemment à travers le sport qui est aussi violent. La boxe est aussi très violent, c'est très brutal, à l'image des combats clandestins. Où on voit, il fait plusieurs combats, mais à aucun moment, il fait des entraînements où il se prépare. Parce que, encore une fois, je tiens à souligner à tous ceux qui nous écoutent, c'est que ce film-là, comme l'a dit très précisément et très bien Jamel, il est inspiré d'un film de Charles Bronson qui s'appelle Le Bagarreur. Donc, c'est un film un peu Street Fighter, combat de rue. Et d'ailleurs, c'est un combat de rue. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, quand Jean-Claude est blessé, donc il retourne à l'hôpital, il y a un petit côté aussi, un petit côté ironique qui était très intéressant. Tu vois ce que je veux dire?
Je t'écoute, mais je pense avoir une Vas-y, idée. dis-moi. Tu dis quand il est blessé par rapport au combat de l'Écossais? Faites des arts martiaux. Non, vous devriez faire des leçons de karaté. Vous pouvez faire le son du karaté. Vous Et puis après, devriez- il lui donne un bon billet pour qu'il Il le garde regarde le et dit silence. vous devriez prendre des leçons de karaté. Et ça, c'est fort. Parce que ça fait respirer le récit. Exact. C'est ce qu'on appelle une ironie dramatique en scénario. Et ça fait, tu vois, tout de suite. C'est Ça... naturel aussi. Ça fait très Et naturel. tu sais, il le dit, il est très dynamique. Il dit, vous devriez prendre des Spontanément. cours de karaté. Si tu savais, on regarde le spectateur, on dit, mais si tu savais. On voit la tête déjà de Jean-Claude quand il lève les sourcils déjà. On comprend tout de suite qu'il se dit. tu me Et connais tous pas. ces éléments-là, tu vois, ça rajoute au film du fait que il n'y a pas une minute de lenteur. Je trouve que le film, en fait, il est très fluide, il est très dynamique. C'est le genre de film, tu le regardes à la télé, tu le récupères à la 45e minute, tu continues à le regarder. Pas de temps mort. Il n'y a pas de temps mort, Mm. comme disait B2O. Mais voilà, c'est ça. Mais même ce film, moi je pense que c'est un très beau film pour toutes les personnes qui connaissent pas Jean-Claude Van Damme ou qui veulent découvrir du Jean-Claude Van Damme. Faire découvrir ce film-là. Moi je me rappelle, j'avais une copine à une certaine époque. Et un soir, je lui mets ce film-là. Tu vois. Donc elle commence à voir un peu le début et tout. Elle me dit, ah, c'est un film de guerre, etc. Au bout de 20 minutes, elle est dedans et elle peut plus décrocher. Et jusqu'à aujourd'hui, je l'ai eu il y a quelques semaines, et elle m'avait reparlé de ce film-là que je lui avais fait découvrir. Tu vois. Donc c'est un film, je pense, qui est excellent pour faire découvrir aux gens, à la gente féminine ou même aux gens qui connaissent pas Jean-Claude Van Damme, ce film-là. C'est une porte d'entrée pour déconstruire certains stéréotypes préjugés qui sont liés à Van Damme. Comme c'était lié à Rocky à l'époque, bourrin, tout ça, Rambo. Alors que le premier Rambo, il est également aussi avec une profondeur émotionnelle extraordinaire. J'ai fait un podcast, le premier épisode du Spectrum, c'était sur Rambo. C'est une excellente porte d'entrée et je le recommande aussi également à tous parce que moi, je trouve qu'il n'est pas daté finalement, ce film. Alors, vous n'allez pas trouver de smartphone, vous n'allez pas retrouver tout ce qui fait aujourd'hui le monde de notre époque, mais vous allez retrouver beaucoup de dignité, beaucoup d'amour, beaucoup d'humanité. Je pense que c'est un mot qu'on n'avait pas prononcé et qui est très important. L'humanité entre les deux personnages, la bromance qu'il y a entre Joshua et Lyon. Et finalement, la grande perdante de ce film, c'est Cynthia. Je te rappelle, à la fin, on est tous contents que lui dit en sorte que cette pétasse ne se barre pas, ou je sais pas quoi. Ne la laisse pas- Parce ne qu'elle est laisse pas ruinée. Elle est ruinée. Ne la laisse pas partir. Tu l'entends dans le talkie-walkie, ouais. Fais-la revenir par la porte principale. Voilà. Qu'elle passe pas par la porte Elle arrière. dit ouais. Ça veut dire, elle est cernée. Elle est Parce cernée. qu'elle voulait fuir en plus. Et petite scène, quand il met KO Attila, tu la vois respirer Oui. avec un gros plan On dirait que c'est la dernière mal cadré respiration d'ailleurs. de sa vie. Le cadrage, il s'est fait plaisir. Même un asthmatique, il respire pas comme ça. Dans la version du scénario, tu avais Jean-Claude qui tue Attila à la fin, qui a été retiré. Pour montrer l'humanité, Jean-Claude Van Damme qui a refusé de faire cette scène-là, ouais. Pour montrer l'humanité de... Et puis cette scène-là, on la retrouve encore une fois, si je me trompe pas, dans le grand tournoi. Parce que Attila, qui est Abdelkrim Kessi, qui a joué aussi dans le grand tournoi, à la fin, pareil, il retient encore une fois son coup. Si je me trompe pas. À la fin, quand il tombe par terre, il le regarde et tu as deux personnes qui tiennent Van Damme dans le grand tournoi, pareil comme dans Full Contact. Il n'arrive pas à marcher, au fait. On le tient, épaule droite, épaule gauche, on le tient en fait, pour qu'il marche. Il y a plein de petits trucs comme ça, côté un peu nostalgie. Mais c'est vrai qu'à la différence de Bruce Lee, tu fais bien de le souligner, c'est vrai que Bruce Lee, lui, carrément, il pouvait tuer ses adversaires. Dans Chuck Norris, les Fureur boss du Dragon. finales, il les butait. Ouais, voilà, tu vois, dans Opération Dragon. Après, le mec, il a tué quand même, il a fait en sorte que sa sœur se suicide dans Opération Dragon. D'ailleurs, je ferai un super podcast sur Opération Dragon parce que c'est mon film d'arts martiaux favori de tous les temps. Ouais, Il est extraordinaire. C'est de l'or. Et Big Boss aussi, le plante. C'est mon préféré, celui-là. bien vu, La Fureur de vaincre. Pareil, le Yakuza, le boss, le japonais à la fin aussi. Donc lui, il est tué. Et Jean-Claude Van Damme, lui, non. Que ce soit dans Kickboxer, il meurt pas, Tongpo. Que ce soit dans Bloodsport. Et là, pareil, avec Attila, il le tue pas. Mais je pense que c'est pour qu'on n'ait pas un désamour sur le personnage et qu'on garde en fait une forme d'empathie et, encore une fois, d'humanité. Alors que Bruce Lee, il arrivait à transcender cet aspect-là parce que dans Bruce Lee, c'était aussi des très mauvais. Ouais, les méchants, c'était Voilà, vraiment méchants. ouais, c'était vraiment dur. C'était des assassins aussi. Voilà, le c'est ça. japonais, c'était un Et assassin. à l'époque, dans les années 70, on vivait aussi des moments beaucoup plus crus. Alors que dans les années 90, on avait un petit côté un peu plus lisse parce qu'on avait beaucoup plus de recul sur la brutalité. On laisse la porte à la repentance. C'est ce film-là qui a mis en lumière Jean-Claude Van Damme pour que Universal commence à vraiment s'intéresser à lui. Donc c'était à partir de Full Contact. Mais dans Universal Soldier, il meurt pas Dolph Lundgren du coup ? Ouais, si, il meurt avec la machine. Là, il se Voilà, fait, c'est ça. Mais c'est la machine. C'est la machine. Ouais.
Et lui-même, c'était une machine déjà. Donc, Voilà, et Dolph Lundgren, c'était un très méchant. avec son collier Très vicieux. d'oreille. Ouais. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que vous avez des recommandations de films qui s'approcheraient? Bon, bien sûr, on a parlé du film formateur, Le Bagarreur. Donc, c'est vraiment le film dans lequel s'inspire Full Contact. Mais est-ce qu'il y a d'autres films avec Jean-Claude ou non qui pourraient se rapprocher un petit peu, qui donneraient en fait envie aux auditeurs de pouvoir... Cavale sans issue, peut-être? Sentimental, Rosanna Arquette. très humain, très protecteur, la famille avant tout. Moi, j'en ai vu un avec des tournois clandestins de combat. C'est King of the Kickboxer. Je sais pas si vous le connaissez, Oui. qui était sorti en 90 aussi. Si je me trompe pas, c'est Mathias Heuys, le grand blond qui a joué dans Kickboxer 2. Ouais, c'est ça. Et c'est un film aussi qui a beaucoup tourné dans les vidéoclubs à l'époque. Beaucoup. Alors, c'est beaucoup moins stylisé, il y a moins de budget que Full Contact. Mais on retrouve ces paris clandestins et King of Kickboxer. Voilà. Mais je trouve que Cavale sans issue aussi, c'est une bonne référence. Parce qu'on retrouve un peu le même personnage, toujours un peu silencieux, un peu seul. Il y a des films aussi sur le côté boxe, comme Fighter, Warriors, qui sont d'excellents Qui films. sont avec sortis beaucoup plus l'émotion. tard, ouais, tout à fait. Mais qui Plus tard. sont de qualité, hein, bien sûr, t'as Très raison. bonne Ouais. qualité. Tu as aussi des Rocky. Rocky 1, parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui ne l'ont pas vu, parce qu'ils pensent, et ils pensent à tous les autres Rocky, mais le Rocky 1, c'est incroyable niveau sentiment, niveau émotion. J'adore c'est le très puissant. premier, Ouais. c'est mon préféré. Mustapha est le vrai frère de Attila, Mohamed Kissi, qui a joué le rôle de Tempo. Et à la base, c'était lui normalement qui était promu pour jouer Attila, parce que le réalisateur a dit en 87, tu as explosé avec Kickboxer, tu as explosé avec Tempo, on te reveut pour ce film-là. Il a refusé pour céder la place à son frère aîné, qui lui a toujours voulu faire du cinéma, mais n'a pas poursuivi ce rêve. Il fait de la boxe, etc. Il a dit, même s'il le faut, je lui paye son billet d'avion et vous allez voir. Et c'est là que, quand il a ramené son frère à Los Angeles pour le tournage de Full Contact, ils ont été épatés par Abdelkrim Kissi qui joue le rôle de Attila. Et lui, c'est le frère de Mohamed Kissi qui joue Tempo dans Kickboxer. D'après l'histoire, tu as Abdelkrim Kissi, qui faisait de la boxe anglaise en amateur, et qui était subventionné, où il avait un sponsor qui était Paul Van Damme. Le vrai nom, il s'appelait Paul Van Damme, et c'était un gars qui sponsorisait pour les petits combats amateurs Abdelkrim, qui l'aidait un peu dans sa carrière. Et donc ce Paul Van Damme, Abdelkrim, il a présenté Paul Van Damme à Jean-Claude Van Varenberg, de son vrai nom, et Mohamed Kissi quand ils sont partis à Los Angeles. Donc il leur a présenté, et il les a aidés un peu. Il a même fait les shootings de magazines à Jean-Claude Van Damme en Asie, en Chine. Les photos, Les avec fameuses le photos, grand avec écart le en l'air grand de écart, Jean-Claude au Mexique. C'est ça. Quelle Donc, histoire. donc c'est un peu Paul Van Damme qui a mis dans le game Jean-Claude Van Damme. C'est pour ça qu'il a récupéré son nom. Et c'est Abdelkrim qui a fait la passe décisive. Donc d'où le fait que Jean-Claude Van Damme, il a repris le nom de Van Damme parce que c'est ce gars-là qui les a initiés un peu à l'audiovisuel, tu vois, la photographie. Il les a mis un peu dans le circuit, dans le circuit, tu vois, du showbiz, de la photographie. C'est ce qui a fait qu'ils sont devenus passionnés. Et celui qui a l'initiative de ça, c'est Abdelkrim Kissi. Donc peut-être que je me suis dit, c'est pour ça qu'il fait une petite passe. Non, tu dis bien, c'est C'est ça. pour ça qu'ils l'ont tiré un peu avec eux, le Abdelkrim, parce que c'est lui qui a l'initiation de tout. Ouais, il veut lui refaire une petite passe décisive aussi, pareil. Et le quoi. gars a tellement aidé Mohamed Kissi et Jean-Claude Van Damme que Jean-Claude Van Damme a repris son nom de famille, tu vois. Parce Ça, qu'il c'est un s'appelait hommage, du coup, Van tu penses Damage. De base, c'était Van Damage. Il y Ah, avait- Van Damage. Ah, je savais pas du tout. Ouais, et donc, ils ont rendu hommage à ce fameux Paul Van Damme qui les a. Et avant ça, corrige-moi si je me trompe, Brian. Cujo. Exactement. Et ils n'ont pas voulu. Ils ont dit, écoute, Cujo, c'est le nom d'un chien, parce que je crois qu'ils connaissaient un chien qui s'appelait Cujo. Il a dit, écoute, avec ce nom, on va. Non, il y a un film de. On va rigoler film sur de toi. Cujo, on l'a fait. Voilà. C'est un film, voilà. C'est basé sur un roman de Stephen King, ouais. C'est avec un chien tueur. Exactement. Cujo, ouais. Merci, Jamel, exactement. Si Et- vous voulez retrouver un peu tout ça, c'est il y a Mohamed Kissi et même Abdelkrim qui ont fait une interview d'à peu près 2 heures avec, Ah ouais avec le Samouraï Viking. Je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne. C'est en anglais par contre. Et c'est lui où il divulgue des dingueries. Il faut vraiment la regarder. anecdotes. Ouais. Vous pouvez sous-titrer sur YouTube. Il y a des anecdotes, il y a du croustillant là-dedans. Et c'est les deux frères ensemble, ils sont tous les deux Non, ils sont pas tous les deux, mais chacun à part. C'est un gars, le Samouraï Viking, c'est un gars qui interviewe tous les gars qu'on kiffe des années 80. Ah oui, je connais. C'est un YouTuber américain. C'est ça. J'ai déjà vu son site, ouais. Très intéressant. Très souvent, il fait des vidéos d'anciens, justement, acteurs
de films de combat des années 90. Et ouais, il fait du très très lourd, lui. Ouais. Je me Et souviens il a même maintenant. raconté de l'histoire, la réelle histoire qui s'est vraiment passée entre Menachem Golan, Jean-Claude Van Damme et Kissy dans les bureaux, qui est incroyable. Et dans les détails près, où tu as Mohamed Kissy qui raconte dans les détails près, Ça, c'est par rapport à Bloodsport, peut-être. ouais, par rapport C'est ça. au commencement, quoi. Quand il voulait descendre du bureau, il a Dans dit non, moi je sors l'ascenseur, pas. Il a penthouse, dit moi je sors pas d'ici. c'est Vous ça. faites une bêtise si vous l'enlevez d'ici, c'est le futur star. Je quitte pas le bureau. Incroyable. Il raconte tout dans les détails et tu vois que c'est pas ce que dit Jean-Claude Van Damme parce qu'il est raccourci, tu vois, il n'a pas le temps. Mais ce qu'il raconte en détail, c'est incroyable. Pour conclure, on peut dire que Full Contact, c'est un gros film coup de cœur. Tout à fait. Hein, un film coup de cœur de Lyon des années 80. Mais c'est un film avec une grande humanité, une grande sincérité. Un film simple, efficace, avec un scénario plus travaillé qu'on pourrait le penser. Des combats percutants, parce que les combats, quand même, ils sont bien chorégraphiés. Et comme tu disais aussi, ça peut être un Van Damme très, très, très intéressant par rapport à sa profondeur émotionnelle à découvrir pour les néophytes qui connaissent pas l'univers de Van Damme, qui ont un peu mélangé avec tout ce qui s'est passé au fil des années, avec le côté parodique qu'il a eu, avec tous les déboires, tout ça. Je pense que si vraiment on veut comprendre l'amour de spectateurs pour Jean-Claude Van Damme à travers le monde, parce que Van Damme, à la base, il a une fanbase mais extraordinaire. En Russie, en Amérique du Sud, les gens ne se rendent pas compte. C'est absolument colossal. Hein. Il est connu partout. C'est absolument extraordinaire. Et pourquoi il a tant d'amour? Parce que justement, il a dans sa filmographie des pépites comme celui-ci. À l'image de Bloodsport, à l'image de Kickboxer, à l'image de Cavale sans issue. Après, les films plus connus, Double Impact, Time Cop, tout ça. Mais voilà, moi, je recommande vivement et chaleureusement à tous les auditeurs et auditrices, si vous voulez un film de port d'entrée, comme l'ancien ami de Ryan, voilà, n'hésitez pas à découvrir ce film, vous n'allez pas être déçus. Et pour finir, on va parler un petit peu plus, on va prendre 5-10 minutes pour parler un peu plus de notre invité, donc un peu de son actualité. Parce que là, tu nous as dévoilé une petite dinguerie quand même tout à l'heure. Donc c'est le moment de bien ouvrir les oreilles. Donc explique-nous un petit peu déjà ta trajectoire, les différents projets dans lesquels tu es actuellement. Et voilà, je pense que c'est un plaisir aussi pour les auditeurs de connaître un petit peu plus ton actualité et savoir quels sont tes prochains projets, Ryan. Yes. Donc moi, Ryan Boisa, 33 ans. Et j'ai commencé les arts martiaux à l'âge de 7 ans. Donc j'ai commencé par le karaté parce que, encore une fois, Jean-Claude Van Damme, des posters à la baraque, des karaté Tiger aussi qui m'avaient pas mal matrixé. Et donc Bloodsport, Kickboxer et tout ce qui s'ensuit. Et donc on se met dans les arts martiaux, moi et mon frère. On se met dans la boxe thaïlandaise. Et on rentre dans le bureau de M. Kouider Abdelmoumni, qui est un des pionniers de la boxe thaïlandaise en France, qui est dans notre quartier à Nanterre. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'il est le cousin de Mohamed Kissi et d'Abdelkrim Kissi? C'est extraordinaire, ça. C'est juste incroyable parce que justement j'allais en venir. Et la première fois qu'on rentre dans le bureau de ce monsieur, on rentre dans le bureau et on voit toute une ribambelle de photos avec d'anciens champions, etc. Et là, sur la photo, moi et mon frère, on voit Jean-Claude Van Damme. On voit Jean-Claude Van Damme sur la photo aux côtés de notre entraîneur. Et on voit une autre photo, on voit Tempo. C'était en quelle année, ça? 93, 94? Non, c'est plus 97. 97. Ouais, 97. Il faut se rendre compte qu'à l'époque, c'était absolument extraordinaire d'avoir une photo avec Van Damme. Et c'est Dans l'époque de son prime. Enfin, les gens se rendent pas compte, mais c'était quelque chose. C'est comme si tu rencontrais Michael Jackson en vrai. Mais ouais, Ouais, c'était pour les puristes, c'est des gars que tu croisais pas. inaccessible, des gens inaccessibles. Inaccessibles, et surtout tu les voyais que dans les magazines ou dans les films. C'est pas comme aujourd'hui les réseaux sociaux, etc. Voilà, Je c'est ça. connaissais rien d'eux, c'était un mystère, c'était introuvable ces gars. Et donc on s'inscrit et donc moi je fais toutes mes classes de classe D en amateur, je monte en classe C, B, semi-pro, je monte en pro. Et en parallèle, j'ai toujours une passion qui est le cinéma. J'ai toujours eu ces deux passions-là. Et donc, j'ai réussi à me hisser au rang de professionnel en boxe thaïlandaise. Et donc, je finis, j'ai fait 2 fois champion de France. Et j'ai fait pas mal de combats internationaux, notamment en Thaïlande. J'étais en Thaïlande dans des camps assez durs. Félicitations. Merci beaucoup. Et j'ai le plus longtemps que je suis resté, c'est 1 an. 1 an full immersion boxe thaï. T'es resté 1 an là-bas. Ouais, dans les camps à la dure et tout. Et c'est là-bas où mon
réel niveau, il a augmenté parce qu'un an en Thaïlande, c'est l'équivalent de 3-4 ans en France, quoi. C'est la salle du temps dans des BZ, hein, ça doit être quelque Exactement. chose. Mais tu fais que ça. Vous dormez Ouais, au tu, sol, vous réveillez en fait, à ouais, 5 heures du tu peux matin. dormir dans le camp. Ouais, C'est la Légion. c'est ça. Tu fais 6 heures par jour, voire 7 heures. Ils Mais sont stricts aussi tu au fais niveau que de ça. l'alimentation, l'hygiène Ouais, de vie. l'alimentation, et tu dors boxe, tu pisses boxe, tu fais que de la boxe, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais ça. Et t'as travaillé beaucoup là-bas, du coup la technique ou bien vraiment Ouais, la technicité là-bas, c'est comme les Brésiliens avec le foot, quoi. Tu vois, donc la marge de progression, elle est énorme. Donc moi, je participe là-bas aussi à un truc qui est énorme, dont je veux en faire un film d'ailleurs. C'est que là-bas, pendant que je suis là-bas, il y a un organisateur qui vient me voir, qui me parle d'une organisation qui s'appelle le Prison Fight. Et le Prison Fight, le concept, c'est que tu as 10 boxeurs internationaux qui affrontent des prisonniers thaïlandais. Et si les prisonniers gagnent, ils ont des remises de peine. incroyable concept. Je connaissais pas. Et donc je participe à ça. Et c'était vraiment un truc où... Ah, tu t'es tapé contre des prisonniers, des taulards. Ouais. Ah, t'es un tueur. Donc en plus, le truc qu'ils nous avait caché, nous, ils a dissimulé un peu, c'est que les gars, ils allaient avoir des remises de peine. Et si toi tu perds, tu prends de la tôle. Non. T'imagines le truc de fou. Et c'est ça, c'était hyper glauque, hyper chaud, parce qu'on boxe à l'intérieur de la prison. Et donc il y avait de la triche, grave de la triche, où t'as les gars qui rembourraient Bah, les bien sûr. sous-gants, où t'as 6 boxeurs qui ont été intoxiqués. Donc Ah non, bah oui. c'est la Thaïlande, c'est chaud, hein. Une expérience de dingue. Et donc t'étais un pharaon, c'est ça, comme on dit là? Ouais, Fahang, ça veut dire étranger. Ouais. Nous, on était dans les internationaux et on a affronté des prisonniers thaïlandais. Résultat, on a tous perdu. C'est comme un huis clos, en fait, sans public. Il n'y a pas de public, c'est que les prisonniers, les publics. T'as un peu de journalistes. C'est comme un combat illégal, en fait, c'est ça que je veux dire. Ouais, c'est un peu une organisation. En fait, après, ils l'ont arrêté depuis, là. Ils l'ont arrêté. Donc, Mais il y ça avait fait un une bon bourse. parallèle avec Full Contact. Ouais, nous, on prenait de la caillasse, quoi. C'est pour ça qu'on est parti. On est parti pour la gloire un peu, et parce qu'ils nous ont dit que ça allait être hyper médiatisé et tout, mais au final, pas de Mais ouf. tu gagnes, t'es respecté, quoi, en fait. Tu gagnes le respect quelque part. Et il y avait quand même des catégories, Ryan? Non, et pas de pesée. Et pas de pesée. Et, Toi, t'es tombé sur un mec. après, les Thaïlandais, ils sont pas très massifs, tu Ouais, vois. c'est Mais vrai. les mecs, ils ont une vitesse d'exécution. Ah ouais, parce qu'ils ont fait que ça. Ils ont été prévenus depuis des années qu'ils allaient faire ce truc-là, et t'imagines. Donc, t'as le gars, tu lui mets 2 ans de remise de peine. Tu peux lui mettre Tyson face à lui, il va lui arracher la tête. Parce que la détermination, c'est pas la même. Tu vois ce que je veux dire? Les enjeux sont pas du tout les mêmes, c'est Les sûr. enjeux, c'est pas les mêmes. Et moi, Dieu merci, je n'ai pas pris de KO. Donc, j'ai été jusqu'au final des 5 rounds. On a fait 5 rounds. Mais il y en a plein, ils sont sortis à mocher. J'ai perdu au point, ouais. T'as un combat qui t'a marqué, qui a été le plus difficile, qui était terrible pour toi? Un souvenir en particulier des combats que t'as fait? Un seul, si tu peux retenir un seul. Ouais, franchement, celui-là, je pense, ça m'a. Parce que là où moi, ils me l'ont fait un peu à l'envers, c'est que moi, je suis venu pour boxer en boxe thaïlandaise. Et au dernier moment, il y a un mec qui sort de nulle part, qui me dit You, no Muay Thai, only boxing. Et je lui dis Mais mec, mais j'ai jamais C'est boxé. impressionnant. Je lui dis J'ai jamais boxé en boxe anglaise, moi. C'est pas mon sport. Tu vois, c'est comme si tu dis le ping-pong et le tennis. Exactement. Ça n'a rien à voir. Ou badminton. Pardon. Et donc le gars, il me dit, toi, c'est boxe anglaise. Donc je me retrouve face à un gars. Donc je me dis, vas-y, c'est pas grave, j'y vais. De toute façon, les Thaïlandais, ils sont pas très forts en anglaise. Erreur, parce que le mec, il avait fait une vingtaine de combats pro avant de tomber en prison. Donc le mec, c'était boucherie, tu vois. Donc, mais j'ai tenu, tu vois, j'ai réussi à tenir les 5 rounds, je lui ai mis des bonnes. Mais ça n'a pas suffi parce qu'au pointage, ils vont le favoriser un gars de chez eux. Bah Et oui, donc- en plus. Et donc, voilà, donc c'était une petite partie. Donc ça, c'est le côté boxe où je continue encore aujourd'hui. Donc j'ai arrêté la compétition, mais je me consacre un peu au cinéma. Et donc je suis arrivé au début dans le monde du cinéma un peu par la cascade. Donc j'arrive un peu avec ce côté-là, mon background de fighter et tout. Je veux lâcher ça parce que je sais qu'après, tu es catégorisé. Et en fait, quand ils te mettent en cascadeur, tu peux pas en sortir. C'est très difficile d'en sortir. Et donc voilà, j'ai participé aujourd'hui à une trentaine de longs métrages à peu près. J'ai souvent des petits rôles à droite, à gauche. Donc là, depuis quelques années, là, j'ai réussi à avoir un grand rôle dans une série qui s'appelle Ourika, Ok. créée par le rappeur Booba et Clément Godard. Donc ça s'appelle Ourika et dedans, j'ai pas mal de grosses scènes de fight où je joue un double jeu avec les flics, les voyous. Où j'ai un rôle hyper intéressant où je suis complètement en roue libre dedans. Et ils m'ont laissé m'exprimer. C'est 7 épisodes. Et la série a été numéro 1 monde.
hyper bien marché. Donc là, on attend la saison 2. Quand j'ai fait cette série-là, il y avait un régleur de cascade qui s'appelle Laurent Demianov. Et donc, ce gars-là, c'est lui qui a réglé les cascades sur John Wick. Donc, c'est un énorme. C'est une Excellent, grosse John tête, Wick. ouais. Excellent. C'est une grosse tête. C'est un Français qui est très réputé en chorégraphe de fight. Et donc, moi, j'apprends qu'il y a un film qui va se faire avec Jean-Claude Van Damme, qui s'appelle Le Jardinier de Gardner. Et donc, je dis à mon agent, écoute, je veux faire ce putain de film. Elle me dit, non, mais attends, là, on est sur autre chose. Là, ça commence à se débloquer pour toi. Tu commences à avoir un orteil, un pied dans le game, tu vois. Mais je dirais plus un orteil, mais tu commences à avoir un pied dans le game. Là, il faut faire des trucs sérieux. Faut que tu commences à vraiment choper des rôles intéressants, graves et tout. Et je lui dis, non, non, mais attends, là, c'est Jean-Claude Van Damme. Moi, j'ai grandi avec. Et c'est un peu comme un oncle pour nous, Jean-Claude Tout à Van Damme. fait. Et je lui dis, moi, je veux être dans ce projet d'une manière ou d'une autre. Donc, elle me dit, ok, écoute, je vais voir. Elle appelle, etc. Parce que moi, je sais qu'il y a les castings, elle appelle, etc. Donc, je passe des castings. Donc, c'est David Charon, qui est devenu un ami aujourd'hui, qui est très, très, très. Réalisateur du Dernier Mercenaire, si je ne me trompe pas. Ouais. Et de l'autre côté du périph' aussi, Eco Marcy. Et donc, je passe le casting, etc. Je ne suis pas retenu. Ils prennent Ragnar Le Breton à ma place. Donc, comme c'est une grosse comédie, donc ils veulent des gars un peu qui ont une notoriété quand même, etc. La dernière voie qui me reste, c'est que je passe par le régleur de cascade. Donc, je lui dis, écoute, frérot, je sais que c'est toi qui t'occupes de ce film. Moi, débrouille-toi, mais il me faut un rôle dedans. Je veux, juste pour voir. En fait, je voulais juste ma photo avec Jean-Claude Van Damme. Parce que je me dis, peut-être c'est le dernier. Je lui dis, même de la figure, même je mange une balle dans la tête dès le début du générique. Et je lui dis, moi, je veux voir Jean-Claude Van Damme une fois dans ma vie. J'ai grandi avec, et j'ai croisé tout le monde, sauf lui. Et donc, il me dit, écoute, laisse-moi le temps, je vais essayer de trouver un petit spot. Et là, comme par hasard, il y a un gars qui s'est désisté. Il y a un gars qui s'est désisté et tout. Et, C'est rare avec Jean-Claude Van Damme. ouais, donc c'était un Allemand, le mec. Je sais pas si c'est désisté, mais je crois qu'il s'est blessé. Oui, il y a eu un truc parce qu'il y a une cascade très difficile à faire. Donc il me valide. Donc j'ai 8 jours de tournage. C'est en Belgique, c'est dans des studios. Et là. 8 jours, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal. Mais par contre, il me dit quoi? Il me dit, il me dit, je préfère te le dire tout de suite, t'as la cagoule. Tu vois, il me dit, t'as la cagoule. Donc, je lui dis, non, mais moi, t'as pas compris. Je lui dis, je m'en fous, frérot. Je lui dis, ce que je veux, c'est être avec Jean-Claude Van Damme. C'est bon. Il me dit, ouais, non, mais en tout cas, je préfère te le dire. Il me dit, écoute, on va essayer de l'enlever et tout. Je lui dis, non, mais moi, ça me va. C'est comme Van Damme dans Predator 1. On va pas Exactement. Et après, regarde comment il a percé. Ouais, mais J'espère que ce sera la même chose pour toi. j'espère. Et donc j'arrive sur le plateau et là, donc c'est que du fond vert. Donc il y a une sorte de grosse fond vert. Donc on fait des répétitions et tout. Et là, je me dis, mais il est où Jean-Claude Van Damme? Ça fait déjà 3 jours que je suis là. Et je le vois pas. Il me reste encore. C'est le Predator. Il te voit, tu le vois pas. Je dis, putain, il me reste encore 5 jours. Il est toujours pas là. Comment ça se fait? On commence à shooter des scènes. Il y avait pas mal la doublure. Et là, 5e jour, 6e. Et là, 7e jour, je suis assis comme ça. Et là, je vois un attroupement de gens qui arrivent, genre des assistantes et tout. Je vois un mec au milieu. Je regarde, je dis, c'est sûr, ça doit être la doublure encore. Et là, je vois Jean-Claude Van Damme. Putain de merde. Ça fait des années qu'on attend ça. Là, il arrive, il nous serre la main, etc. Donc là, le pire, c'est que moi, je suis face à face avec lui. Je dois faire un face à face avec lui. Je fais partie d'une équipe de SWAT. Et lui, c'est un petit jardinier. C'est un petit jardinier donc, qui est là et qui bute un par un les soldats qui viennent pour buter la famille dans cette maison qui est sur une île. Et donc, moi, je suis dans cette cabane-là. Et là, je suis seul avec Jean-Claude Van Damme. Et là, tu as silence plateau. Et je vois face à moi, je vois Jean-Claude Van Damme qui est en train de respirer. En mode balèze. En plus, il vient de faire des haltères. Il a ramené ses haltères dans le plateau. Il a fait un peu d'haltères pour bien être congestionné. Et là, je vois Jean-Claude Van Damme face à moi, rêve d'enfant. Je me dis, putain, il n'y a que lui et moi, dans une cabane. Bagarre, je vais me battre avec mon idole. Silence plateau et action. Je me mets face à lui, je me mets en garde. Et là, je fais la chorégraphie, quoi. La chorégraphie, l'enchaînement. Il doit me mettre des uppercuts dans le ventre. Okay. Des uppercuts, des coups de genoux. Et là, bam, moi, je fais la chorégraphie assez rapidement. Et là, lui, il arrive, c'est à son tour d'envoyer des coups de poing. Et il envoie uppercut. Et là, je vois, il fait aïe. Je le regarde comme ça. Il dit, merde, j'ai l'impression qu'il a oublié d'enlever les chargeurs. Là. Merde. Et je dis, ça va, Jean-Claude, ça va? Parce qu'il y a les chargeurs des fusils. Et je les avais ici. Et le mec doit quitter. Mort de rire. Je dis, putain, c'est le rêve qui s'effondre. Je dis, j'ai mon idole face à moi. Et ça s'effondre, tout tombe en morceaux.
Il dit merde, le mec il a pas enlevé les chargeurs. Et moi j'ai le côté quartier qui revient tout de suite. Jean-Claude, voilà, Hadim, c'est pas moi, c'est l'accessoiriste. J'ai dit Jean-Claude, c'est pas moi, frérot, c'est l'accessoiriste qui a oublié. J'ai dit non, t'inquiète pas, ça va. Le mec, son poing était comme ça. Et donc on refait la chorégraphie, ça se passe hyper bien. Et on discute. À chaque fois qu'il avait un petit temps mort, il était assis un peu sur sa chaise. Donc j'allais le voir, je lui parlais, je lui posais des petites questions. Après, je voulais pas trop faire le relou non plus. Bien sûr. Mais un mec tellement humain, un bosseur, et un mec qui aime ce qu'il fait. C'est un peu comme les Schwarzenegger, Stallone. Moi, je pense que ces gars-là, ils vont vraiment mourir sur un plateau de tournage, quoi. Ils arrêteront jamais. Tu vois. Et je pense Jean-Claude, c'est sa plus grande œuvre. Je crois que ça reste sa vie quand même. Le parcours qu'il a eu, voilà, pour moi, Jean-Claude, c'est, tu vois, quand tout va bien, Jean-Claude Van Damme, quand tout va mal, Jean-Claude Van Damme. Donc il a jonché un peu ma vie comme ça. C'est pour ça que là, me retrouver face à lui, c'était magnifique. Et j'ai vraiment kiffé. Est-ce que tu l'as déjà vu, par exemple, pendant le tournage, mais pas en plein travail, hein, qui s'isole un peu tout seul et des fois qu'il a l'impression d'être un peu solitaire, pensif, triste ou heureux? Ouais, ben là, justement, il était beaucoup au téléphone. Tu vois, pendant les pauses et tout, il appelait. Même des fois, pendant action, il appelle son fils, il est en vidéo. Après, il dit tac, il raccroche. Donc, c'est un peu le Jean-Claude comme on voit, mais très sensible, très humain. Il était à l'écoute et il a un peu son staff autour de lui. Donc, il est jamais vraiment seul, tu vois. Mais de temps en temps, il aime bien s'isoler, faire un peu ses pompes, ses haltères. Et du coup, les prochains projets, là, c'est quoi, Ryan? La saison 2 de Pour la Ourika. saison 2 de Ourika. Là, je vais essayer de développer aussi mon propre film, justement, pour faire un hommage à tous ces films de tournoi qu'on a kiffé, justement, qui va s'appeler Prison Fight. Donc là, je suis en train de bosser là-dessus, mais vraiment dur. Et en parallèle, il y a peut-être un film aussi qu'on va faire cet été, un film Netflix. On va rien lâcher, on va essayer de se battre et on va essayer d'aller au bout de nos rêves. Bah écoute, franchement, je pense que c'est la meilleure phrase pour clôturer cet épisode. Bravo en tout cas à toi pour déjà tout ce que tu as accompli. Pour rêver, il faut s'en donner les moyens. Ça sert à rien, tu vas pas rester chez toi et que les choses vont arriver comme ça et les producteurs, les directeurs de casting, ils vont arriver. Donc c'est beaucoup de détermination et je pense qu'il n'y a pas vraiment du coup de recette. Chacun son chemin. Il y a des gens, ça va prendre 5 ans, d'autres, ça va prendre 10 ans, 15 ans. Mais l'essentiel, comme dit ma mère, c'est d'y arriver. Et moi, c'est vraiment ce que je te souhaite. En tout cas, bravo à toi. Bravo. Merci à vous deux. Merci à toi, Jamel. Merci Jamel pour l'invite. C'était un plaisir. Et puis, en tout cas, merci à tous ceux qui nous écoutent. L'espion est dans la maison et vous aurez plein de podcasts aussi croustillants grâce à notre très cher Jamel. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires aussi, c'est très important de faire connaître le podcast parce que c'est ce qui permet justement d'avoir encore plus d'auditeurs. Et là, je sais que maintenant, on a quand même pas mal de personnes à travers le monde. Je reçois des messages et ça me touche énormément. Mais voilà, n'hésitez pas à laisser aussi des étoiles sur Spotify, sur Apple Podcasts, 4 étoiles. Ça permet vraiment à l'algorithme de découvrir tous les mois comme je le voudrais parce qu'on a aussi d'autres activités. On le fait vraiment sur notre temps personnel. Ça, c'est du temps, c'est de l'argent, mais on le fait par passion. On le fait pour vous. Donc n'hésitez pas, si vous avez apprécié le contenu, à en parler autour de vous. Et encore une fois, laissez des messages. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci à vous deux, merci Ryan, merci Ramzi. À très bientôt, salut. À bientôt. On arrête de jouer, tu me fais tomber 6000 balles. Et crois-moi, tu vas me payer, mon copain. Qui que tu sois. On arrête de jouer, tu me fais tomber 6000 balles. Et crois-moi, tu vas me payer, mon copain. Qui que tu sois. On arrête de jouer, tu me fais tomber 6000 balles. Et crois-moi, tu vas me payer, mon copain. Qui que tu sois. On arrête de jouer, tu me fais tomber 6000 balles. Et crois-moi, tu vas me payer, mon copain. Qui que tu sois.